si on va dessus. Et vraiment penser à cette cagnotte-là. Penser que le gouvernement a dit ça du boxeur, on l'arrête quand on veut. Et je rajouterai aussi un autre exemple qui est assez flagrant, et je ferai le lien avec la réserve de valeur dont je parlais tout à l'heure potentiellement, que représente le Bitcoin, c'est qu'après la crise de 2008, donc vous savez tous, pour ceux qui ont fait un petit peu d'économie, en Grèce, on a gelé tous les comptes en banque, on n'a pas gelé, on a prélevé 7% de mémoire de tous les comptes en banque qui avaient plus de 100 000 euros après la crise, parce que l'État était complètement endetté. Donc c'était no choice. C'était toutes les banques qui étaient obligées de faire ça à leurs clients. Il n'y a pas eu de remboursement, il n'y a eu aucune garantie de remboursement, etc. Et du coup, là voilà, avec du Bitcoin, c'est impossible. Sur votre adresse Bitcoin, votre portefeuille virtuel, votre compte en banque Bitcoin, c'est impossible qu'on vous prélève comme ça sans votre accord, parce que l'argent vous appartient. C'est exactement ce qu'on disait. On peut parler par exemple aussi des tentatives échecs pour l'instant, Venezuela, du pétro par exemple, pour essayer de sortir de la dominance du dollar aussi, avec toutes les lois qui existent sur l'utilisation du dollar. Regardez à l'inverse, quand cette arme du dollar a été utilisée, ces 10 ans en Turquie, ils ont fait plus 30% sur les crypto-monnaies. Et le cours des valeurs était là-dessus, donc ça sert aussi de refuge derrière. Quand on a une solution, même pas forcément perfectible. Après, je pense pas qu'on argumente en faveur du crypto en montrant ce qui se passe de pas bien ou des scandales sur les autres monnaies. C'est pas des autres monnaies d'échange, c'est montrer qu'en fait, malheureusement, les banques centrales et surtout l'utilisation qu'a fait la Fed du dollar, qui est vraiment en impôt dessus, et en état de vassal après les banques derrière, possèdent notre argent. Ils n'en ont pas forcément libre. Au final, ça s'avère un peu vite. Il y a déjà pas mal d'exemples. Il y a, même dans les cryptos, la majorité des économies. Ce qu'on disait, le fait de vérifier le côté, de ne pas aller forcément sur la valeur qu'on dit ça va pomper qui en compte du coin market cap derrière, mais je vous le dis encore une fois, peut-être que je fais ma Cassandre et que peut-être que demain le Bitcoin va être attaqué, mais en tout cas le Bitcoin lui, il a tenu 10 ans. C'est en principe c'est ça qu'on fait comme pouvoir derrière. Après, je ne dis pas de mettre notre argent dans le Bitcoin, mais si vous avez besoin de faire un échange, c'est un outil très facile. Et les échanges, je pense. C'est pour ça qu'il y en a d'autres. Par exemple, il y a un échange de 55 millions qui a été fait en Bitcoin, ça coûte moins d'un dollar. Si vous faites ça avec une banque, c'est 50 000 euros. Ouais, c'est vrai. La crypto-monnaie ne va pas remplacer la monnaie classique. Il y a la crypto-monnaie, le Bitcoin, les autres crypto-monnaies, on ne peut pas les droits d'usage, mais ça représente des zones de valeur, des valeurs qui ne sont pas une monnaie, qui a des bonnes propriétés, à parler de non-censurabilité, des bonnes valeurs de propriété fortes. En revanche, il y a plein de choses qu'elle ne sait pas faire. Tout ce qui a besoin de confiance, comme le prêt, on ne pourrait pas prêter, on ne pourrait pas avoir une mécanique dans une crypto-monnaie sans tiers de confiance dans le cadre d'un prêt. Donc, ça ne va pas remplacer le système bancaire, ça va probablement le refocaliser sur son cœur de métier, qui est le financement d'économie. Sachant que tout ce qui est valorisation ou hébergement de valeur pourra être recentralisé sur des actifs un peu plus tangibles, parce que malgré tout, le Bitcoin est plus tangible que la monnaie fiduciaire plus classique. Donc voilà, il ne faut pas imaginer, enfin ce qui me concerne, dans le futur, qu'il y aura les crypto-monnaies et en voir des banques, il n'y aura plus de banques, il n'y aura plus de tout ça, et on utilisera des paiements sans tiers de confiance. Non, le tiers de confiance dans la société actuelle, c'est quelque chose d'important. Et je reviens d'ailleurs sur les paiements de Madame Michu. Voilà, si vous achetez votre baguette, utiliser un système sans tiers de confiance n'a pas forcément de sens, puisque votre boulangère, votre boulanger, vous le connaissez, et puis si un jour il vous arnaque de l'équivalent de 10 euros en achetant vos pains, vous irez le voir, écoutez, je vais porter plainte, il vous rend dans les 10 euros. Donc la confiance suffit pour ce genre de valeur. Voilà. Peut-être un petit peu pour replacer la crypto-monnaie avec le reste des monnaies.
prend d'un point de vue macroéconomique, la possession, c'est la thésaurisation. Et au Moyen-Âge, et encore récemment, on avait de l'argent sous l'oreiller. C'est un peu ça, hein, les monnaies dans certaines mesures, alors que la dette, ça permet l'investissement quand même. On a quand même, grâce aux banques, on a développé l'économie du 19e siècle, du 20e siècle, avec le bitcoin. Est-ce que, les monnaies, c'est là où j'ai pas été compris, c'est bien. Je ne prends pas le bitcoin à fond. Non, mais juste la possession. Mais la possession est vraiment aussi une protection aussi, et un droit de valeur. Je pense que dans les valeurs qu'on a actuellement, à l'inverse du 19e siècle, on était plutôt sur une société qui était plutôt massive, avec une perte de l'individualité. Actuellement, il y a des valeurs qu'on prenait dans notre siècle, je suis désolé, c'est la liberté, c'est l'individualisme, c'est le protectionnisme aussi de certains pays qui ne veulent plus travailler ensemble. Moi, je veux dans les cryptos, et surtout dans la cryptographie, qui est vraiment mon domaine à moi, un moyen de travailler entre pays qui ne se font plus confiance. On ne peut plus travailler, maintenant, si vous prenez, d'ailleurs, je suis allé dans les conférences, vous prenez la Corée du Nord et la Corée du Sud, vous pouvez les faire travailler ensemble, entre eux qui ont la même sécu, jamais ils sont d'accord. Par contre, reste un système avec des simples contrats et un monde digitalisé à fond, sur l'échange par exemple de l'hydrogène avec le pétrole, avec un train par exemple super magique qui c'est capable de coder ça, et c'est bizarre, mais ils y croiraient, il n'y aurait pas de débat. Malheureusement, on a des Trump, malheureusement, on a des Poutine, on a tous ceux qui sont en place, et il faut trouver un moyen de faire un transfert aussi bien de valeur que d'autres actions. La cryptographie permet de la sécuriser, et c'est une information dont je suis content que ça arrive, parce que je trouve qu'il y a des valeurs dedans de protection de l'identité, de garder cette protection d'identité qui sont importantes. Par contre, je suis tout à fait keynésien dans ma vision de l'économie, et je ne serais pas du tout un autrichien, et je ne dirais pas je veux que le bitcoin est tout partout. Au contraire, l'État a besoin de financer ça, a besoin du fonds traditionnel. Par contre, de pouvoir avoir un contre-pouvoir, et d'avoir ce contre-pouvoir de possession en disant ok, tu me trouves ma cagnotte pitchée, je suis désolé, mais je suis capable de le faire autrement. C'est ça le contre-pouvoir, c'est comme ça qu'on a réalisé, c'est comme ça qu'on a avancé. Moi je suis pour le contre-pouvoir. Je ne suis pas pour le volume, ça sert à rien, c'est complètement débile. On a besoin, comme dit FX, de travailler avec le boulanger du courant et faire cette économie marche. Au contraire, c'est débile. Juste par contre, la notion de smart contract est adoptée, peut-être que pour tout le monde c'est pas très clair. Est-ce que quelqu'un peut définir smart contract? Non, ça n'a pas été défini, c'est bon. Un smart contract, c'est ni smart ni contract. D'ailleurs, Vitalik Buterin, à un moment, a dit regretter, Vitalik Buterin, un des inventeurs de Ethereum, un des fondateurs d'Ethereum, il a la tête pensante, on va dire, d'Ethereum, avait dit d'ailleurs regretter le nom de smart contract parce que ça, voilà, il comprenait mal ce que ça voulait dire, les implications. D'ailleurs, il pensait programmable coin, je ne sais plus quoi. Enfin, voilà, ouais. Enfin bref, donc pour jouer dire que smart contract, bon, voilà, vous avez Ethereum, vous avez Bitcoin, très bien, vous échangez des jetons, donc des transactions, vous avez un compte avec 3 bitcoins, vous décidez d'envoyer 3 bitcoins à votre compte, vous créez une transaction que vous envoyez sur le réseau, et l'état des comptes va se mettre à jour au bout d'un certain moment quand il y aura suffisamment de blocs qui auront été rajoutés sur la blockchain. Et vous pourrez constater, tout le monde dans le monde entier pourra constater que 3 bitcoins sont partis de tel compte. Arrive Ethereum et ils se sont dit, bah voilà, maintenant qu'on a un système un peu décentralisé, il n'y a pas de personne, d'autorité centrale qui va faire foi sur le fait que le bitcoin va être transféré. C'est-à-dire, bah, on va faire tourner un bout de code, une logique, qui n'est pas seulement j'envoie 3 bitcoins à un compte. Je vais faire une transaction, ça va exécuter un petit bout de code, assez petit, pour des raisons techniques, on va dire, pour pas que ça soit trop gros. C'est ce petit bout de code, c'est le smart contract. Et l'avantage, c'est que tout le monde va être d'accord sur le résultat de votre code. Vous savez, vous avez votre calculatrice, ça vous fait 3 plus 5, vous avez 8 sur votre calculatrice. Et puis si vous essayez sur toutes les calculatrices, ça fera 8. En revanche, pour se mettre d'accord, ça se trouve, si quelqu'un arrive à dire tenez, utilisez plutôt ma calculatrice et puis une calculatrice trafiquée, et il va vous dire ouais, ça vaut 10. Et éventuellement, vous allez être trompé. L'idée, c'est de mettre en concurrence toutes les calculatrices sur le réseau et que de dire voilà, si toutes les calculatrices, quand elles calculent
votre addition et que tous les nœuds sur le réseau qui répondent 8, et ben j'accepte ce résultat et je l'inscris dans la blockchain. Donc ça, c'est le smart contract. Donc 3 plus 8, c'est pas très intéressant. En revanche, on peut faire des choses un peu plus compliquées, un peu plus intéressantes en termes financiers. C'est-à-dire que, par exemple, je peux envoyer des Ethereum sur un smart contract et créer un jeton qu'on traverse les mains. Donc, 3 Ethereum, et je crée 30 jetons que je vais pouvoir transférer à d'autres comptes. Donc là, on est à un niveau un peu plus complexe. Mais voilà, essentiellement, c'est un bout de code qu'on exécute et pas seulement juste un transfert de jetons de compte à compte. Moi, il y a un point que. Ah oui, j'ai une question. Le monsieur tout à droite, il vante le bitcoin comme étant une monnaie de contre-pouvoir. Mais après aussi, le problème, c'est que ça ouvre aussi à la fraude. Et que je pense que c'est ce qui fait vraiment la valeur du bitcoin, parce qu'en soi, le bitcoin n'est pas une bonne monnaie. Parce que là, une bonne monnaie, c'est une monnaie qui n'est pas soumise à la spéculation et au spéculateur. Alors que finalement, le bitcoin, c'est. Même si beaucoup de personnes la vendent comme étant un moyen de contre-pouvoir, de rébellion contre l'État de droit, elle est souvent aussi utilisée pour fraude et autres choses. Alors, c'est bien la définition dans les début, c'est pas une monnaie pour nous. C'est un système de cash, pour un échange de cash en fait. C'est pas une monnaie. J'ai dit qu'après, elle a transpiré, elle a traversé le Rubicon, elle a mis une valeur de refuge, mais au départ, c'était vraiment un échange dessus. Et là où il y avait le plus d'échanges, on va dire, illicites, c'était par exemple Silk Road en 2014, quand j'ai dit que les gens sont partis en prison sur le Bitcoin, parce qu'il y a des gens qui faisaient du Bitcoin tout à fait normal, et en même temps, Silk Road est arrivé dessus, il y avait un acheteur, par exemple pour Bitinstance, qui avait utilisé une adresse de Silk Road pour acheter de la drogue, et le mec il passe en prison. Pour ça, pour un achat sur je crois, la plateforme, il tapait 6 millions de personnes. Donc c'est sûr que c'est utilisé dessus derrière. Mais c'est bizarre, j'ai jamais vu le président de la Fed qui est en prison alors qu'on sait le pourcentage d'utilisation du dollar artificiel. Je veux pas être méchant dessus, mais c'est un moyen de faire des échanges de valeur qu'on peut tracer derrière et tout. Et d'ailleurs, si les gens de Silk Road ont été retrouvés derrière, c'est parce que le Bitcoin, il n'est pas si anonyme que ça, tout le monde donc ça dit, c'est le pseudonyme. Et la NSA a un outil depuis 2014 qui est capable de tracer toutes les transactions du Bitcoin. Donc franchement, c'est pas le truc, je ne vous conseille pas d'utiliser. Après, il y a d'autres photomonnaies qui font ça. Mais c'est sûr que c'est un côté sulfureux, mais en même temps, c'est l'utilisation derrière. Les emails sont peut-être aussi utilisés pour échanger des informations de chez les cellulaires. Avant, c'était très obscur de faire un email. Maintenant, c'est un petit icône sur votre téléphone et puis c'est fait derrière. Ça sera caché derrière, que ce soit Bitcoin ou un truc derrière. Le seul truc que je vous dis, c'est que pour l'instant, dans ces échanges de valeurs, il y a un système qui a tenu pendant 10 ans, c'est le Bitcoin. C'est tout. Mais après, je ne dis pas du tout que c'est le plus sûr, il n'y a encore qu'il n'y a pas de droit dessus derrière, comme sur le dollar et comme autre chose. Juste pour rebondir sur du coup, on peut tracer les transactions qu'on a effectuées pour Bitcoin. Quelle confidentialité pour les gens qui échangent? Alors, juste par rapport à ça, en fait, on peut tracer toutes ces transactions. Par contre, on ne sait pas qui est derrière telle adresse. On sait que telle adresse Bitcoin a envoyé X adresse Bitcoin à une autre adresse, mais on ne sait pas qui est derrière. Il n'y a que l'acheteur et le vendeur qui savent l'identité des personnes qui sont derrière ces deux adresses. Avec un peu de big data, on peut quand même. Oui, potentiellement. Mais c'est pas quand il y a un échange entre deux particuliers, il n'y a que ces deux particuliers qui savent qui sont. Non, Techniquement, on peut retracer jusqu'à la plateforme d'échange, mais après, si cette dernière accepte de donner le nom du compte, etc. Donc, en fait, ça dépend des données techniques. Puis après, vous pouvez utiliser des VPN pour sécuriser vos connexions aussi. Ça approuve un petit peu. Je ne veux pas rentrer dans le détail, on pourra en parler après. Mais le système de la NSA qui est vraiment capable de tracer tout, aussi avec les data en fait, des providers, avec tous les SPDR dessus, les données des échanges d'IR. Si vous prenez tranquillement chez vous, vous achetez avec un VPN ou pas sur une plateforme d'échange, vous avez fait vos travaux normalement, c'est-à-dire donner votre carte d'identité derrière, et que vous sortez derrière et tout, juste avec les IP, en fait, c'est tracé derrière. Donc, c'est vraiment du pseudonyme derrière. Après, il y a d'autres données qui ont mis des systèmes en fait, pour mélanger les transactions pour pas être tracées. Mais dès que vous passez dans l'échange, c'est tracé. Et je vous dis, la NSA a toutes les transactions du Bitcoin depuis 2014 et qu'on a dit officiellement.
Et on parle d'application, alors j'ai une question assez concrète pour François-Xavier, c'est quelles sont les applications du protocole et quels sont les cas concrets qui favorisent l'application? Donc la question c'est, on a parlé de blockchain crypto-monnaie, et il y a un autre aspect de la crypto-monnaie qu'on appelle chez nous le droit d'usage, l'usage. Donc je l'évoquais avec le smart contract. Donc vous vous rendez compte qu'avec le smart contract ou avec Arc smart contract, vous pouvez interagir, faire des transactions qui ne sont pas des transactions de transfert de valeur, plutôt des transactions de service. Donc c'est ce qu'on appelle le droit d'usage de la crypto-monnaie. Et la question est qu'est-ce qu'on a chez Arc pour ça? On n'a pas de smart contract. J'ai évoqué le smart contract avec Ethereum. En gros, vous avez votre cas d'usage, donc les différents cas d'usage, je vais venir plus tard exactement sur les détails, vont tous tourner sur la même crypto-monnaie, le même réseau qui s'appelle Ethereum. Ils vont tous être en concurrence sur le même réseau. Chez Arc, on prend le problème différemment, on dit voilà, chaque cas d'usage aura sa blockchain, son propre réseau, ses propres nœuds, son propre jeton, son propre pouvoir, voilà, c'est sa propre logique indépendante. Et si vous avez un problème sur un smart contract par ailleurs, ou un cas d'usage, ça ne va pas impacter, comme ça pourrait être le cas sur Ethereum, votre propre usage. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme cas d'usage? Alors sur Arc, on a plusieurs crypto-monnaies qui sont lancées en utilisant la technologie Arc, plusieurs blockchains qui réutilisent Arc, mais qui vont un petit peu l'améliorer ou qui vont coder un plugin plutôt qu'un smart contract pour un usage particulier. Alors on a lancé l'année dernière par un des cofondateurs d'Arc, Stéphane, une crypto-monnaie qui s'appelle Persona. Donc Persona vise à faire valoriser votre identifiant sur la blockchain. Par exemple, le fait de aujourd'hui votre identification vous est donnée par Google, par Facebook, par tous les réseaux sociaux principalement, et en plus ils valorisent votre graphe de relations via la pub, etc., en revendant des données d'ailleurs, etc. L'idée c'est plutôt que de donner votre existence numérique sur Internet par ces tiers de confiance, qui sont de moins en moins de confiance, de le faire sur une blockchain. Et donc vous identifiez en créant un compte, et en plus vous pouvez éventuellement connecter d'autres comptes, que d'autres personnes, par exemple votre banquier, peuvent donner du crédit à l'existence de votre compte, et donc pouvoir en fait retenir votre graphe et vos relations d'identifiant sur la blockchain. Donc ça c'est un exemple en particulier. L'autre qui s'en est récemment, on a un autre projet qui est en France qui s'appelle Unique, qui est en train d'être lancé par des Nantais. L'idée c'est de disrupter les DNS, tout ce qui fait votre identification par DNS, donc votre site web, donc enregistrer votre site web auprès de la blockchain, enregistrer votre compte bancaire auprès de la blockchain. Pourquoi? Car en gros, vous donnerez un identifiant et grâce à ça, une personne tierce pourra récupérer un identifiant particulier, que ce soit votre site web, votre adresse mail, et pourra envoyer un message via ce système-là. Donc voilà, c'est aussi un projet qui s'appelle Unique, qui est en France, voilà, pour les projets que j'en tête rapidement. Et sinon, donc moi j'aimerais qu'on aborde aussi un point qui est en plus fondamental dans notre univers, c'est la distinction entre la technologie, la blockchain publique et les blockchains privées, enfin les blockchains publiques et les blockchains privées. Pour vous faire une petite analogie, l'email à la base, donc ça a été co-développé par le MIT, etc., des universités, qui l'ont développé pour elle.
puis ensuite très rapidement repris par Microsoft, etc., par Google, qui ont repris l'email, en effet vers un table. Mais au final, vous avez la face cachée qui sont les blockchains privées, qui utilisent JP Morgan, qui utilisent tout un tas d'assurances en France, AXA, vraiment il y a plein de gros noms, sauf que vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas besoin de le savoir en fait. Mais moi, si je vous explique tout ça, donc c'est pour comprendre cette distinction entre les entreprises qui reprennent une technologie publique qui est open source. Open source, c'est que le code est accessible à tous sur Internet. Donc, si vous êtes un développeur, vous pouvez copier-coller, en faire votre propre cryptoactif. C'est pour ça qu'il y en a plus de 2000 aujourd'hui, parce que n'importe quel développeur peut le faire très facilement. Vous pouvez créer un pseudo-cryptoness, ce qu'on appelle un token, en une demi-heure. En une demi-heure, on vous fait la presse si vous voulez. Donc voilà, et les entreprises font ça. Elles reprennent ce code public, elles l'améliorent un petit peu selon leur use case, selon leur domaine d'application, etc. Et hop, elles l'utilisent pour elle, tout simplement. Et vous, ça vous améliorera la vie. En fait, déjà, ça améliore les processus internes aux entreprises. Par exemple, les banques, c'est 20 à 30% d'économie de coûts. Il y a tout un tas d'études. Alors, là, c'est quoi? Là, c'est l'université Cambridge, il y a PwC, Deloitte, tous les grands cabinets font des grosses études. Et toutes démontrent que cette technologie privée va être de plus en plus utilisée. Donc moi, ma conclusion, c'est, je parle surtout aux étudiants, parce qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose de ludique. Le business, ils ont besoin énormément d'étudiants formés pour assurer le développement de cette technologie privée. Et moi, ma morale, c'est vous, les étudiants, formez-vous sur ces thématiques, parce que déjà, c'est passionnant. C'est lié à une technologie publique qui est passionnante à découvrir. Et voilà, il y a des experts qui sont dans le public, des experts qui sont dans le privé. Après, chacun sait son propre avis. Mais pour revenir aussi à une personne qui avait fait la remarque, je ne comprends pas ma grand-mère, comment elle peut comprendre. Là, aujourd'hui, dans la salle, vous avez 3 associations de mémoire qui, gratuitement, là, vous venez leur parler après, vous leur posez toutes les questions. Voilà, comment ma grand-mère, je peux lui montrer, machin. Si vous voulez, même, on vous envoie des trucs, des tokens et tout, qui n'ont pas de vraie valeur, c'est des tests. Mais l'idée, c'est vraiment éduquez-vous là-dessus, surtout pour les jeunes, parce qu'au final, voilà, moi, mes parents, je leur explique, effectivement, ils comprennent ou ils ne comprennent pas, mais ils s'en fichent, ils ne veulent pas l'utiliser, parce qu'ils sont bientôt à la retraite, voilà, ils ont fait leur vie, machin. Par contre, les étudiants, c'est fou, la force de travail de demain, donc vraiment, foncez là-dedans, c'est passionnant. Et puis, on passe très vite de la blockchain à l'intelligence artificielle, aux objets connectés, là, je vois tous avec des montres connectées. Tout ça, c'est vraiment un univers passionnant, rentrez là-dedans. Je vous invite à ça, simplement. Ouais. Si on remonte 10 ans en arrière, Bitcoin, c'est une véritable révolution, comme vous l'avez dit, parce qu'on peut faire une transaction d'une personne à une autre personne sans passer par le fameux tiers de confiance. Donc ça, c'est vraiment génial à l'époque. Les gens ont goûté à ça, ça leur a plu, et ils se disent maintenant, pourquoi on n'applique pas ça à l'échelle mondiale? 10 ans plus tard, on se rend compte que la mise à l'échelle, elle est difficile techniquement. On voit que les frais de transaction sur Bitcoin, par exemple, sont élevés. Au moment du pic à $20 000, il y avait, je crois que c'était $50 de frais de transaction. C'est assez lent, ça prend des dizaines de minutes, voire des heures pour que la transaction soit terminée. Et la scalabilité, c'est 7 ou 8 transactions par seconde, quelque chose comme ça. La question que je me pose, c'est est-ce que la conclusion des 10 années qu'on vient de passer n'est pas tout simplement que le système de validation, qui est le cœur de Bitcoin, la preuve de travail, arrive à ses limites et qu'en fait, il faudrait passer à quelque chose d'autre, en fait, une version 2 de cette preuve de validation. J'ai une réponse qui va être une autre question, même si vous avez dit 10% du Bitcoin tout là. Si vous regardez l'industrie de l'automobile début du siècle, il y avait des gens qui pouvaient dire qu'on avait une nombre limite, il faut 300 km/h. Si on prenait tous les sens que consommaient les voitures à l'époque, au début du siècle, sur ces voitures-là, c'est pareil, c'est une technologie naissante et tout. Elle va évoluer, on n'en sait rien. L'industrie automobile a changé tellement de vie actuellement, en un siècle. Je ne peux pas faire un avenirement en disant est-ce qu'il faut changer le code, est-ce qu'il faut changer le proof of work, est-ce qu'il faut passer en poste ou pas. On n'en sait rien, mais c'est pareil, c'est comme l'automobile, ça a changé tellement de choses. Et on ne pouvait pas prédire ça par rapport aux voitures qui étaient au début du siècle. Ou alors je me trompe. Donc pour vous, l'avenir, entre guillemets, même si vous venez de dire que vous ne pouvez pas faire de prédiction, vous pensez que techniquement les développeurs vont réussir à passer ces barrières qu'on rencontre actuellement sur le Bitcoin? Il y a des expériences, par exemple avec Lightning Network, on peut faire de la Swap sur passé, je ne vais pas rentrer en détail, mais à chaque fois il y a des évolutions techniques, comme il y a des évolutions
dans l'automobile, dans l'aviation, pareil à chaque fois. On ne peut pas faire d'extrapolation par rapport au point maintenant, par rapport à l'air. Moi, par contre, ce que je dirais, c'est qu'on a passé un point de sécurité. La conjonction entre les IoT, les cryptoactifs, la cryptographie, surtout, qui est pour moi beaucoup plus importante que la crypto-monnaie, parce que ce qu'on peut faire après derrière en possession, ou même ces fameuses blockchains qui sont privées, en fait, elles sont utilisées par la cryptographie, puisqu'ils ne veulent plus partager leurs data, en fait. Toutes ces évolutions là derrière, l'évolution après, ce qui va arriver par exemple avec l'ordinateur quantique, il y a plein de trucs qui ont changé. On n'est plus capable de les imaginer actuellement. C'est vraiment ce qu'on appelle le point de singularité. Moi, je ne serais pas donc madame Monaito, je dirais juste, moi, je vais le passer, il y a plein de trucs qui ont changé dans ma vie. Par rapport aux technologies, surtout Bitcoin, comme tu as dit, est en train de mettre en place Lightning. Donc Lightning qui va apporter une scalabilité quasiment infinie à Bitcoin en réalisant toutes les petites transactions, pas sur la chaîne mais en off-chain. Ça c'est encore mis en place. Il y a de plus en plus de nœuds Bitcoin qui implémentent Lightning. Pour ce qui est d'Ethereum, donc d'ici un an, donc il prévoit de multiplier la scalabilité par 10, et d'ici 2-3 ans, bon, peut-être plus, c'est des infos qu'on a, mais on n'est pas non plus dans la fondation Ethereum. D'ici 2-3 ans, comme Lightning avec Bitcoin, Ethereum va implémenter des technologies qui permettront d'avoir, pareil, une scalabilité presque infinie à Ethereum. Mais voilà, comme l'a dit Frédéric, ça fait 10 ans que Bitcoin existe, ça fait 3-4 ans 4-5 ans que Ethereum existe. Il faut essayer de tendre. J'avais juste une question sur pour rebondir brièvement. Comme on l'a dit, la proof of work, ça n'a jamais été acté depuis 10 ans sur Bitcoin. Sur ARC, vous avez décidé de passer en POS. Pour quelle raison? Justement pour la scalabilité. Pour quelle raison pas continuer sur une proof of work? Plein de mauvaises raisons. Non, blague à part, DPoS, premièrement, j'avais travaillé sur Lisk au début, qui était aussi un DPoS, donc je connaissais bien la technologie et ça marchait bien à l'époque, donc je suis reparti dessus. Elle a des avantages de légèreté, il n'y a pas besoin de puissance de calcul. En revanche, souvent on vend la lune à chaque fois à l'avance sur les consensus. C'est quand même un affaiblissement de décentralisation, mais voilà, qui a l'avantage du compromis suffisant, qui décentralise mine de rien pas si mal que ça, sans être parfait, et qui a fait ses preuves jusqu'à maintenant. On n'a pas eu de hack. Même s'il y a des grandes attaques qui sont des schémas qui existent, n'ont pas été encore faits en place. Donc, voilà, c'est plutôt plus pragmatique que philosophique. Alors, on va prendre une dernière question, et ensuite je vous inviterai à participer au verre de l'amitié, donc ce sera juste à sortir là-bas pour continuer les échanges de manière moins formelle. Donc, si quelqu'un a une dernière question. Allez-y. Vous n'avez pas parlé de la consommation d'électricité. Donc la question c'est la consommation d'électricité pour le minage. Ouais, le minage. Oui, alors, en fait, donc effectivement, miner consomme, miner pour lequel Bitcoin et encore l'Ethereum, ça consomme beaucoup d'électricité. Donc après, vous allez voir plein d'articles qui disent que le Bitcoin va détruire la planète, etc. En fait, pour que ça soit rentable, le Bitcoin, pour que ça soit rentable de miner, en fait, il y a deux paramètres. C'est que d'une part, la machine qui sert à miner, elle a juste besoin d'électricité Internet, mais elle n'a pas besoin d'un gros débit Internet ou d'une très bonne latence comme pour les banques par exemple quand ils font du trading. Donc en fait, elle a juste besoin d'Internet et d'électricité, donc elle peut être n'importe où sur Terre. Du coup, les mineurs vont placer les équipements à des endroits où l'énergie est bon marché.